toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous aviez apprécié la vidéo d'hier. On va parler Bitcoin aujourd'hui, on va parler aussi FOMC par rapport aux minutes de la Fed qui ne fait que confirmer ce qui a déjà été effectué, mais quelques discours dissonants vis-à-vis de l'augmentation prochaine des taux. On est toujours sur une probabilité relativement forte, au plus de 92%, aux alentours des 0,75 points de base pour ce mois de juillet lors du prochain FOMC. On regardera bien évidemment le CPI de fin de semaine ou début de semaine prochaine, je crois que c'est le 11, 12, 13, je ne sais plus, il faudrait regarder ça, mais bien évidemment qu'on en reparlera ensemble. On parlera de la target de Deutsche Bank, on n'en avait pas parlé depuis longtemps, on avait fait JP Morgan, 38 000 $, on avait fait Goldman Sachs, je crois aux alentours des 40 000 $ ou 41 000 $, peut-être révisé sur les 30 000 $, et on va parler bien évidemment de la Deutsche Bank, faillite de Voyager, on parlera Atos, Air France, les options qui peuvent être éventuellement intéressantes, et du rachat de EDF, Électricité de France. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché, lien dans la description. N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour partager vos charts, vos graphiques et vos fondamentaux. Documentation, vous y trouverez une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer. Pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, je l'utilise depuis des années, m'offre d'excellents résultats. Que ce soit sur les marchés crypto ou les marchés traditionnels, plutôt sur le moyen, long terme, voire très long terme, et bénéficie d'un rendement infini. N'hésitez pas éventuellement à lui jeter un petit œil. Le plus important, c'est d'avoir une stratégie. On va parler Bitcoin, on est toujours dans ce triangle de contraction, nous sommes actuellement en daily, on a des choses très intéressantes actuellement sur notre RSI, notamment en 14 périodes, on a bien structuré des W, potentiellement aller faire le petit pullback de ce petit W sur notre RSI en 14 périodes, c'est pas complètement à exclure pour essayer de nettoyer un petit peu ce marché, parce que beaucoup de personnes pensent qu'on est proche du breakout, c'est probable, on avait une petite fractale, rappelez-vous, par rapport à 18 bars, vous voyez ici, vous avez une capitulation, d'ailleurs on fait un tout petit rebond très en dessous du premier arrêt, derrière on va chercher un espèce de M-top en daily, et on vient faire cette petite accélération haussière. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient long ce marché, puis derrière on structure quelque chose de pas très joli, pour derrière faire une continuation baissière. C'est à peu près ce qu'on pourrait retrouver, pour le coup, par rapport à nos prochains jours, peut-être prochaines heures. Ici, vous avez en fait, entre la capitulation et cette petite extraction, ou tentative d'extraction haussière 18 bars, qui nous a poussé, je crois, 15%, me semble-t-il, jusqu'à preuve du contraire. Voilà, un bon petit 15%. Et puis derrière, vous avez la même, entre guillemets, fractale, avec une espèce d'accélération baissière. Peut-être qu'on irait faire ce M-top pour aller chercher les derniers vendeurs, les derniers acheteurs agressifs, pardon, on va le voir ensemble. Et vous tirez en fait 18 bars. Nous y sommes. C'était hier. Est-ce qu'on va faire un petit shake-out pour aller sortir ces personnes-là? Et on revient sur The Kingfisher. The Kingfisher, en fait, propose en réalité des closers de liquidation aux alentours des 19 500, 19 400 $. En réalité, ça agit comme un aimant, ce type de choses. Beaucoup de personnes sont rentrées d'un seul coup sur des longues, donc sur des achats agressifs, notamment sur les perpétuels et sur les dérivés. Ça agit comme un aimant. Mais ça ne veut pas dire qu'on va systématiquement y aller. Pourquoi? Parce que ce qui fait réellement le prix d'un actif, que ce soit crypto, marché financier, etc., c'est l'ordre au marché à un instant T, entre l'offre et la demande. C'est juste en fait une réponse entre l'offre et la demande, mais plutôt sur les marchés spot. En réalité, tout ce qui est perpétuel, options, dérivatifs, etc., ou margin, sont plutôt des outils, si vous voulez, qui permettent de spéculer sur l'avenir. Mais ça ne reflète en aucun cas des probabilités de prix. Alors évidemment, les échangeurs qui sont multimilliardaires ont les capacités financières de pouvoir guider le marché au sein même d'un range pour aller chercher ses poches de liquidité dans un sens et exécuter un maximum d'ordres pour réaliser un maximum de profit. C'est ça l'objectif des échangeurs, c'est de gagner de l'argent. D'ailleurs, vous avez actuellement Binance qui prend un peu le contre-pied de tout et qui propose pour fêter son 5e anniversaire zéro frais sur le trading pendant une période donnée. Alors que d'autres, en fait, augmentent les frais, voire, je crois que c'est BitMEX ou je ne sais plus qui c'est, qui propose éventuellement pour tous les comptes qui sont inactifs, un prélèvement arbitraire de 10 $ pour celles et ceux qui laissent, entre guillemets, leur wallet ou leur compte, entre guillemets, en suspens, en mode un petit peu investissement, si vous voulez. Bon, finalement, ils sont revenus sur leur décision. Je ne sais plus quel échangeur, je l'ai vu passer dans mon fil de l'actualité. Mais Binance continue à prendre le contre-pied. Il embauche 2000 personnes, il fait zéro frais pendant le mois d'été pour essayer d'attirer un maximum de personnes, alors que CZ, le patron de Binance, est le premier à dire que l'hiver crypto sera probablement long et on ne reverra pas un Bitcoin à plus de 60 000 $ avant des mois, voire des années. Ça, c'était super important et je trouvais ça intéressant. Mais par rapport, en fait, entre guillemets, à cet aimant qu'on est en train d'observer sous nos yeux, ce serait potentiellement bon pour le marché d'aller les sortir, bien évidemment, mais on peut revenir un petit peu dans le passé.
Pourquoi? Parce que si on revient le 29 mai, vous voyez qu'ici vous aviez un énorme cluster au niveau des longues. Énorme cluster, c'était le 29 mai. Cela ne nous a pas empêché d'aller faire en réalité le 29 mai, ici, une jolie poussée haussière. Bien évidemment, on prend rapidement nos profits pour tous ceux qui étaient en longue et puis derrière, on retourne le marché. Ok? Donc ça, c'est super important. Ce ne sont juste et uniquement, il faut les prendre comme ça, comme des billets psychologiques de plus. Il est probable qu'on vienne les chercher. Mais comme dans tout, ça ne marche pas à 100%. L'objectif, c'est pas de dire, ok, il y a un gros cluster, je mets all-in short et puis je reprendrai mes profits ici en levier x100. Ça marche extrêmement rarement en réalité. Mais ça peut être en fait des idées même d'aller faire de la chasse à la liquidité. Vous aviez en fait le même phénomène, c'était le 8 mai dernier, vous vous rappelez, juste à la veille de Terra Luna. Vous aviez des énormes clusters de short qui étaient positionnés aux 37 000, 38 000 $, etc. On s'est dit, on va faire un short squeeze sans précédent. Ce sont des billets psychologiques qui nous sont créés de façon extrêmement naturelle et c'est bien puisqu'on a des outils qui permettent en réalité de rationaliser des trades. Mais si on revient par rapport au 9 mai, c'était juste ici, hein, ni plus ni moins. Bon, bah derrière, on a continué à baisser et on n'est pas venu chercher en réalité ces clusters de liquidation de short. Ça, c'était super important. De là, on pourrait éventuellement regarder au niveau d'Ethereum. Est-ce que Ethereum propose peut-être d'autres situations au niveau des poches de liquidité? Non, c'est exactement la même chose. Si on avait vu beaucoup en réalité de personnes à découvert sur les 1300 ou 1400 $ ou 1600 $ par exemple, beaucoup de personnes qui étaient en train de vendre, en train de shorter, à ce moment-là, on pourrait dire, ok, Bitcoin fait un peu cavalier seul. Il y a beaucoup de personnes qui se ruent sur Bitcoin parce qu'ils sentent ou ils ont des indicateurs qui leur disent que ça va très probablement pumper dans les prochaines heures ou prochains jours. Et à ce moment-là, on aurait pu avoir entre guillemets, une contre-vérité ou un billet de confirmation ou d'invalidation. C'est pas du tout le cas. Donc, ce serait potentiellement bon pour le marché de faire quoi? En réalité, je vous le montre en mille. C'est extrêmement simple. Ce sera extrêmement furtif, mais c'est pas comme si que ça arrivait 5 fois par jour. On fait une chasse à la liquidité. Derrière, on va chercher la borne basse et on fait une extraction haussière. L'objectif est de piéger un maximum de vendeurs dans la descente. En réalité, les vendeurs, potentiellement des acheteurs, vont prendre les liquidités des ventes forcées au marché, pour pouvoir recharger de leur côté et piéger un maximum de vendeurs à découvert. Et ça, ce serait potentiellement bon pour le marché. Et on serait toujours dans notre triangle de contraction, jusqu'à preuve du contraire. Un triangle de contraction se joue jusqu'à sa résolution. On est bien en train de rebondir juste ici, c'est relativement chirurgical. Donc c'est très difficile à jouer. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la direction. Mais on peut avoir éventuellement des indications par rapport à ce que fait notamment Wall Street. Et Wall Street est plutôt haussier jusqu'à preuve du contraire. On continue à empiler des bougies vertes. Donc c'est plutôt positif. La dernière fois que c'était arrivé, on avait fait une jolie extraction haussière. Donc pourquoi pas en fait reproduire exactement la même chose pour aller où sur nos fameux 4114 points. Ça peut être encouragé par rapport éventuellement à des dissonances par rapport aux probabilités vis-à-vis d'une augmentation à 0,50 points au lieu de 0,75, notamment vis-à-vis du FOMC. On pourrait avoir la même situation par rapport au CPI, c'est juste ici me semble-t-il, je ne sais plus. Bon bref, actuellement c'est 9,3 au niveau des attentes, on est actuellement à 9,6 au niveau de l'inflation glissante aux États-Unis. Si c'est 8,1 ou 8,2 ou 8 ou voire 7,9 d'ici quelques jours lorsqu'on aura les chiffres du CPI, à ce moment-là, ce sera potentiellement bien pricé par le marché. Mais on a le temps pour avoir, et on est très court terme. Hein, chez l'euro, on est plutôt long terme, et actuellement, il n'y a strictement rien à faire sur du long terme. Je le redis, ni plus ni moins. Ça, c'était super important. Je vois pas autre chose, on est toujours dans ce range. Donc jusqu'à preuve du contraire, il n'y a strictement rien à faire sur ce marché. Mettez en place vos setups pour tout ce qui est trader, etc. Mais c'est toujours pareil. Vous connaissez ces idées de fake out. Bon, bah, si on fait quelque chose comme ça, bah, partez du principe que c'est peut-être pas très très bon l'histoire, d'accord? Parce qu'on viendrait chercher potentiellement des poches de liquidité, notamment de vendeurs à découvert. Il y en a quand même, hein. Bien évidemment, il y a des poches en fait qui se créent bien évidemment au nord. Et puis derrière, si on fait le contraire, ce serait potentiellement très intéressant pour potentiellement recharger en short, en long ici, et d'aller chercher des petites poches de liquidité. Ce serait l'idéal en réalité. Mais ça peut se faire très très vite, hein. Regardez, hein. Vous l'avez ici, une journée, 2 journées derrière, hein. Aucun problème. Et on finit, entre guillemets, la semaine en apothéose. À l'heure où je vous parle, nous sommes jeudi, ça peut se faire dans la journée. Donc faites très attention pour toutes celles et ceux qui sont en train d'oupiler du long. Vous n'êtes pas dans une bonne situation. Vous avez en fait sous des résistances de lignes de tendance. C'est pas la meilleure solution pour long ce marché.
réellement. On fait un tout petit tour sur CoinAlyst parce qu'on voit des choses extrêmement intéressantes. On est en train de voir ce ratio long short complètement se déprécier. Vous avez de l'achat spot. C'est ça qui est super important, c'est qu'on continue en fait à acheter du Bitcoin, notamment sur le spot, sur nos échangeurs, pour les retirer, et notamment potentiellement sur des clés Ledger. Vous avez aussi une augmentation au niveau des contrats futurs, une explosion au niveau des open interest. Il y a beaucoup de shorts qui sont en train de se mettre en place, mais il y a également beaucoup de longs qui sont en train de se mettre en place. Vous avez en fait un funding qui redevient positif. Alors, je pense que si on reprend un petit peu sur des timeframes relativement grosses, on va dire 4 heures par exemple, je pense qu'on est plutôt... Là, c'est Binance, si vous voulez. Je pars toujours du principe que tant qu'on est à 0,02, pour moi, c'est la neutralité. C'est du 50-50. Je ne le prends pas, en fait, le vert. Je prends plutôt, en fait, à partir de 0,2, c'est 50-50. Donc, pour moi, il y a probablement plus de personnes qui sont en train d'essayer de vendre ce marché, notamment sur Binance. Mais c'est normal, puisqu'on arrive en dessous d'une ligne de tendance, sur une résistance potentiellement haut de range pour continuer ce triangle de contraction. Les positions sont prises extrêmement vite et on est plutôt négatif sur les autres échangeurs. Ok ? D'un point de vue ratio, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qu'on devrait exploser sur une courte période, aller chercher les premiers arrêts, les fameux 23 000 ou 25 000 $, potentiellement les 30 000 $, dans les prochains jours, potentiellement, ou tout au long du mois de juillet. On attendra bien sûr des news fondamentales pour pouvoir pricer ce marché. Généralement, les mouvements sont tout petit peu en avance par rapport aux news qui pourraient arriver. Pourquoi ? Parce que généralement, on piège la majorité pour dire « ça y est, on a pris 30%, on a pris 20%, on a une bonne news, on achète ». Trop tard. C'est un peu l'idée, c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué. Faites attention à ces formes de chasse à la liquidité. Ça, c'était important. On continue, parce que je voulais vous parler de la Deutsche Bank, qui nous propose en fait une petite target très intéressante. Je ne sais plus où c'était, Voyager, non. C'était où au niveau de Deutsche Bank ? On va regarder, je vais essayer de le trouver. Voilà, c'était ça. Non. J'ai beaucoup de bêtises. Chili, on le fera juste après. C'était là. Ah, quelle chute des cryptos futures, prix du Bitcoin, quelles sont les prévisions de la Deutsche Bank ? Bon, en réalité, dans ce petit courrier, en réalité, c'est BFM TV qui a repris ça par rapport à les écrits des analystes de la Deutsche Bank en Allemagne. On n'ira pas voir le cours de la Deutsche Bank, c'est pas une bonne idée d'investir dans cette entreprise-là. Il y en a peut-être d'autres si vous êtes intéressé par des bancaires. Dans un rapport de la banque allemande, grosso modo, la chute libre des crypto-monnaies pourrait se poursuivre en raison de la complexité du système. Il est difficile de stabiliser le prix de change avec des modèles d'évaluation communs, pas comme les actions, etc. Impotent le rapport. Donc en fait, ils cassent du sucre tout au long de leur rapport au niveau du Bitcoin et des crypto-actifs. Je dis, bon, bah apparemment, nos amis allemands ne sont pas forcément pour. Et à la fin, ils nous expliquent que le Bitcoin pourrait atteindre 27 000 $, soit une hausse, grosso modo, de 30%. Ok, donc en fait, vous dégommez tout l'écosystème crypto, vous expliquez que ça va se continuer à se poursuivre, mais vous n'êtes pas contre un Bitcoin entre guillemets à 27 000 $. Voilà la target de la Deutsche Bank dans les prochaines semaines. Il s'agirait d'une hausse de 32% par rapport à son prix actuel, mais toujours moins que la moitié du sommet historique novembre dernier. Vous savez, on est très bête et discipliné sur les marchés traditionnels, on aime bien avoir des retours entre guillemets et des respirations au moins de la moitié par rapport à la baisse occasionnée. Donc pour eux, ce sera une toute petite remontée, 32% c'est quand même pas rien. 27 000 $, c'est où en réalité par rapport à nos indicateurs techniques. On va regarder ça immédiatement. On serait exactement, hop, j'efface un tout petit peu, 27 000 $, ce serait potentiellement là, au revenir, exactement sous potentiellement des résistances, très proche d'un premier arrêt. Est-ce qu'on aurait potentiellement des bornes de boulanger ? On va essayer de trouver leur target, comment ils arrivent à faire ça, les mecs. Je trouve ça toujours intéressant. Allez, on a les 27 000 $. On va rester en weekly. On va prendre les bornes de boulanger. Est-ce qu'il y a un truc sur les bornes de boulanger ? 33 000 $, non. En daily, ça donnerait quoi ? La borne haute des bornes de boulanger ? Non, 21 000 $. Premier arrêt, 23 000. Pourquoi on irait sous résistance là-haut ? Ouais, où il se mouille pas, en réalité, sous résistance. Ok, voilà. On se met ici par rapport au précédent point bas. Voilà, pour eux, c'est exactement ici. C'est juste sous résistance. Donc, techniquement, ce serait potentiellement des bonnes prises de profit. La Deutsche Bank n'a plus les moyens aujourd'hui financiers de tenir leur position, très probablement, s'ils souhaitent long ce marché. Et ils sortent potentiellement avant tout le monde au niveau de leur TP. Ok, pourquoi pas, on valide ça. Mais bien évidemment, c'est que des élucubrations, c'est aucune véritabilité dans ce que je suis en train de dire. Peut-être qu'ils utilisent Ishimoku Kinkoyo. J'aurais bien aimé trouver en fait leur petite target. Si on est sur un bas de nuage, non. En weekly, on aurait quoi ? 32. 25, 26, ça, c'est pas mal quand même. On aurait potentiellement ici, comme c'était juste avant, au niveau de... Ouais, on était là à peu près. 28 000. Semaine après, ouais, je sais pas trop. Bon, on sait pas trop d'où ça vient leur target. Je suis sûr que si on cherche, on trouverait exactement les 27 000 $ par rapport à une confluence. C'est toujours rigolo de chercher ce type de truc. Voilà pour la Deutsche Bank. Ils dégomment les cryptoactifs, mais 27 000 $ plus 32%, c'est de toute manière, c'est pourri, mais bien évidemment que je pense qu'ils le joueront. Voyageur fait faillite. Ça a été partagé par un membre du Discord.
Ok, donc merci pour cette information. Grosso modo, ça n'a peut-être pas suffi au niveau de FTX, etc. Ils se sont mis en liquidation judiciaire. Je crois que c'est 100 000 personnes qui sont actuellement atteintes par cette faillite d'un gérant donc de ce hedge fund au niveau des cryptoactifs qui était un petit peu trop bouillant par rapport à ce super clic vis-à-vis des cryptoactifs. Dès lors, on ne fait pas comme Hertz il y a quelques mois de cela. On ne va pas chercher voyageurs au niveau des... ça sert strictement à rien d'aller chercher du voyageur et de spéculer là-dessus. Vous allez voir potentiellement des tout petits rebonds techniques, etc. N'y allez pas, c'est terminé. Là, ils sont en train juste de... Le plus probable, qu'est-ce que c'est de laisser mourir. Alors, vous aurez peut-être des espèces d'exit pump, mais peut-être même que c'est peut-être bloqué maintenant. Pour le coup, peut-être ils l'ont fermé, la bourse. Je sais pas, au niveau de voyageur digital, bonne question. Bon, bah derrière, ça fera probablement plus rien. N'y allez pas. Voilà, ce n'est plus une opportunité. Les opportunités, ça aurait été potentiellement ceci. Ils auraient potentiellement eu des rachats, etc. Ça aurait été intéressant. Et on aurait observé quelque chose comme ça. Voilà. Et là, je vous aurais dit, moi, ça m'intéresse en réalité, voyageur. Personne n'en parle. C'est pourri, etc. On fait un nouveau plus bas. Et on essaie de structurer des choses comme ça. Et à ce moment-là, je me serais potentiellement positionné là-dedans. Sur un investissement 1, par exemple. Mais ici, c'est non. Voilà, c'est fin de partie. Donc si vous êtes encore en position, prenez votre perte, bien évidemment, pour celles et ceux qui sont là-dedans. Mais ou espérer un exit pump, mais c'est malheureusement trop peu probable à l'heure actuelle. On parle aussi d'Atos, tant qu'on est sur les actions, je trouvais ça intéressant. Atos, comment les actionnaires d'Atos commencent à pousser un petit peu par la porte, entre guillemets, le PDG, ça revient pas à Atos, j'en avais acheté sur un 882, donc j'avais fait un investissement ici sur les 21$, je suis en train de perdre pas mal, j'attendrai potentiellement sur un investissement 2, mais vous achetez plus bas que terre, ça n'était pas vu depuis 2008 en réalité, donc on est sur le méga point bas, et ça vient pour moi, entre guillemets, une action morte. C'était sorti du 440, ils sont en train de se faire dérouiller. Il y avait potentiellement que l'État était favorable au rachat de Atos, notamment par Thales. On n'a pas eu de communication par rapport à Kane, le PDG de Thales. Bon, bah, on essaie de faire de la chasse à la liquidité, mais partez du principe qu'il y a peut-être peu de personnes qui sont actuellement en longue là-dedans, bien évidemment. Donc on attendra sûrement des structures pour un investissement 2, mais je ne dis pas que ça va mourir, pas du tout. Je pense qu'Atos a potentiellement une jolie respiration à jouer, mais hormis revenir potentiellement sur mon point d'entrée, je ne sais pas trop la respiration qu'il pourrait y avoir. Donc j'attends bien sûr des structures, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est baissier. On part. Air France, je trouve ça très intéressant, Air France. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a fait des plus bas de plus bas. Ils ont potentiellement réussi leur augmentation de capital, notamment avec CGM, qui a pris 9% du capital. Beaucoup de traders sont sortis. Ils ont perdu, ils sont sortis, ils prennent leurs pertes. Mais aujourd'hui, on est à 1$. Bon, 1€ au niveau d'Air France. Vous allez retrouver en fait un magnifique petit interview sur BFM TV de Ben Smith assure qu'Air France KLM sera prêt à faire face à la forte demande cet été. Bon, faites attention parce que forte demande cet été, c'est pas une certitude absolue puisqu'on est remonté à plus de 200 000 cas au niveau du Covid. Donc on attendra bien sûr potentiellement des retournements de tendance, mais au niveau de l'épidémie, faites très attention à ça, que le virus soit plus ou moins virulent. C'est pas forcément la question, vous savez, les analystes sont bêtes et disciplinés, ils regardent les chiffres et ne regardent que des chiffres. Et il faut vraiment s'attendre en fait que ça soit pas si bon que ça cet été au niveau de Air France. Donc on a pris des nouveaux plus bas. Les actionnaires sont derrière, ils ont réussi une augmentation de capital ou une restructuration de capital et récupéré 2,3 milliards de dollars ou d'euros de recapitalisation. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. La France est toujours derrière. La Chine est aussi derrière au niveau de leur infrastructure et de leur compagnie aérienne. Est-ce que c'est un bon coup à jouer ou pas ? Bah, partez du principe que vous êtes en train d'acheter ceux qui sortent dans la capitulation. Donc nous sommes en train de faire une capitulation actuellement sur Air France, mais on ne peut pas espérer dans ce graphique actuellement plus que ce type de choses en réalité. D'accord ? Donc le rebond ne sera pas complètement fou. Attendez vraiment des structures si ça vous intéresse. Vous voyez que ce type, entre guillemets, de choses est beaucoup moins sexy que ce type de choses. Et ça, c'est sympa à jouer potentiellement, vous voyez ? Ça, ce serait pas mal. Parce que ce qui vous intéresse, c'est pas de prendre ça. Ce qui vous intéresse, c'est de prendre ça. Et quand ça arrive, en réalité, vous avez des super ratios. Vous prenez vos 110% sans problème, bien évidemment. Donc ça, c'est super important. Gare à celles et ceux qui souhaitent s'y aventurer sur Air France. Ça paraît incroyablement bas en termes de prix, sachant qu'il y a une grosse dilution au niveau du capital vis-à-vis des petits porteurs. Faites très attention à ce type de choses. C'est pas parce que c'était, en fait, il y a quelques années en arrière à 7$ que ça va revenir à 7€. Les choses ont changé, bien évidemment. EDF, l'État souhaite prendre, par rapport au discours de Borne à l'Assemblée nationale, 100% du capital. On en avait discuté ensemble, on est toujours sur le target, je vais le reprendre juste ici, je crois que je l'avais noté, EDF, de target, 10$,
Et voilà, 10,20 $ et 13 $ avec Socrate, c'était un petit peu en dessous vis-à-vis de ses pronostics. Toto aussi avait fait des pronostics par rapport à ça. Bon, ça a très très bien été pris par le marché. On vient chercher de la poche de liquidité. Donc c'est clairement ce qu'on pourrait attendre pour faire ce relais avec Bitcoin. Vous voyez, on vient chercher les poches de liquidité et derrière, on clôture en apothéose. Et là, en fait, ça fait FOMO les gens. Parce qu'il n'y a, il y a plus beaucoup, entre guillemets, d'acheteurs dans ce train, bien évidemment. Donc on a deux targets, 10 $ ou 13 $. Ça prendra du temps, bien évidemment, pour aller chercher ces liquidations. Bon, vous pouvez faire un coup de plus 10% à l'heure actuelle ou 46%, mais attendez-vous potentiellement une perte, parce que la dernière fois que l'État avait dit on privatise les aéroports de Paris, et ben en fait c'est toujours pas fait. Donc soyez extrêmement vigilants avec ce type de news, bien évidemment. Bon, ça reste la première ministre qui a annoncé ce type de choses, je pense pas que ce soit du FUD, bien évidemment. Mais faites attention tout de même, est-ce que ça se joue? Bon, bah c'est pas méga sexy, quoi. Mettez juste pas all-in là-dessus, parce que si pour récupérer 10%, ça peut être intéressant si vous êtes un énorme portefeuille, mais pour le coup, c'est ultra baissier au niveau DDF. Hein. En réalité, vous achetez la baisse, hein, tout ce jour, ni plus, ni moins, la baisse. Donc là, on est en train de latéraliser, mais le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire une continuation baissière. Ni plus, ni moins, sauf s'ils sortent le capital. Généralement, ils prennent la précédente clôture trimestrielle vis-à-vis du mois de janvier. C'est souvent en fait les prix qui sont donnés. Généralement, on va regarder où est-ce que c'était. Au niveau de la clôture trimestrielle, c'était ici, sur les 8, on y est pile. Voilà, vous voyez, le cours vient exactement se garer sur les 8,50 à peu près. Donc on peut aller chercher un petit peu plus loin, bien évidemment. S'ils prennent post-Covid, 12 $, c'est pas impossible. Hein, c'est pas délirant. Peut-être la clôture au niveau du post-Covid, en sachant que ça va un petit peu grincer des dents cet hiver par rapport au conflit géopolitique vis-à-vis russe pour pouvoir nous chauffer, parce qu'on nous explique déjà que les Français auront froid cet hiver. Ok, pour ça. J'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Il n'y a pas grand-chose, entre guillemets, par rapport à tout ce que j'ai énuméré. On est toujours dans ce triangle de contraction. Soyons patients, on aura peut-être des résolutions. Faites attention au fake out. Il y a toujours cet aimant hein, qui pourrait potentiellement nous attirer. Mais je suis sur des très petites time frames. La question à se poser, est-ce que oui ou non on peut acheter du Bitcoin sur ces niveaux de prix? La réponse est oui, bien évidemment. Hein, vous pouvez bien évidemment continuer à faire votre dollar cost average sur les prix de 20 000 $. Ça pourrait tendre en fait à bien se maintenir, ces 20 000 $ pendant longtemps. À peu près ce qu'on avait reçu et ce qu'on avait vécu aux alentours des 6-5 000 $ ou 7 000 $ au niveau de Bitcoin. On peut clairement être là-dedans hein, et partir comme ça jusqu'au prochain halving. Donc soyez extrêmement patients. Les mineurs capitulent, etc. Pas de problème. Je finis juste ces vidéos. Et merci à toutes et à tous qui sont restés jusqu'au bout. Par rapport à un commentaire. Chiliz, qui s'occupe de Sora vis-à-vis du tokenomics, je vais dire, moi j'aimerais bien en racheter du Chiliz juste avant le mondial, etc. Parce que je pense qu'il y aura vraiment des news dans ce sens-là et du marketing qui est en train de se préparer. Et en fait, on m'explique dans les commentaires, il ne faut pas oublier que Chiliz, c'est plutôt des clubs en réalité où d'autres Mbappé, alors Mbappé c'est l'autre, c'est Sora, je sais plus, les deux je les confonds, Sochaux, voilà, Sochaux et Sora. Donc France, Sora par rapport à Mbappé, Sochaux avec Messi me semble-t-il, et c'était que les clubs. Ouais, mais en réalité il y a beaucoup de news qui vont dans ce sens-là, en sachant que quand vous allez sur Google Trend, vous regardez Coupe du Monde en termes de recherche vis-à-vis de l'univers footballistique, c'est délirant comparé juste au terme football, d'accord? Et pourquoi en fait vous avez des pics à chaque fois sur le mot football dans les recherches au niveau mondial? C'est septembre, généralement c'est les réinscriptions, donc on va chercher les licences, à réinscrire les enfants, etc. Et généralement vous avez des toutes petites pics haussiers post entre guillemets Coupe du Monde. Donc je pense que ça va bien fonctionner. C'est là entre guillemets où Chili a un coup à jouer. Et en réalité, ils le disent, hein, sans aucun problème. Chili cherche à marquer lors de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 avec la dernière blockchain. C'est en fait un double effet qui se coule. En réalité, que la Coupe du Monde se mette au Qatar. Sachez que Binance, Bybit par exemple, met son siège social mondial au Qatar. En réalité, c'est ultra crypto-friendly le Qatar. Il n'y aura pas des blocages pour mettre des pancartes plus grandes que le stade au Qatar ou sur le toit de l'aéroport ou sur les avions pour mettre crypto.com. Parce qu'ils sont ultra crypto-friendly en réalité. Donc c'est un double effet qui se coule. Je pense qu'ils vont forcer extrêmement fort là-dessus. Ils sont en train de parler de Shiny Chain 2.0 qui sera prêt potentiellement pour la Coupe du Monde. Donc il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Ils continuent Coupe du Monde 2022. La FIFA noue un partenariat avec la plateforme de crypto-monnaie crypto.com. Ça y va. On y va. Je pense que la Coupe du Monde 2022 sera la Coupe du Monde potentiellement des crypto-monnaies. C'est mon avis.
Et c'est pas en novembre ou en décembre qu'on va s'en occuper, en octobre qu'on va s'en occuper. C'est maintenant, entre guillemets, qu'il faut s'en occuper. Donc on attendra bien évidemment des structures, notamment sur notre ami Chiliz. Mais il est vrai que si on continue, entre guillemets, à latéraliser vis-à-vis de Chiliz jusqu'à la Coupe du Monde, et que Bitcoin ne se retrouve pas à 10 000 $, et ben potentiellement, on pourrait éventuellement encadrer des choses extrêmement intéressantes sur Chiliz, il n'y a aucun problème, ou sur d'autres. Pourquoi pas aller regarder un petit peu ce qui se passe sur Sorare, etc. Mais il y a des choses qui peuvent être intéressantes. J'ai fait mon investissement, j'attends juste pour mon investissement 2. Il est prêt, mon investissement 2. Et honnêtement, si on a des jolis rebonds, des choses comme ça, il ne faudra pas trop tarder pour le faire. Cet investissement 2, c'est mon avis. L'objectif, c'est pas to the moon. Hein. L'objectif, c'est pas de retrouver du Chiliz à 2 $. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. L'objectif, c'est juste potentiellement d'aller chercher un premier arrêt par rapport à un précédent retracement. Je vous le remonte, je vous le redis toujours, hein, et je vous le redirai jamais assez. Le plus important pour moi, c'est de protéger mon capital d'investissement, ni plus ni moins. Donc si je fais un investissement 2, là-dedans exactement, on est en train de latéraliser sur beaucoup de cryptoactifs d'ailleurs, hein, donc j'aurai un prix moyen aux alentours des 12,60. Est-ce que sous un premier arrêt, oui ou non, j'ai mon 110%? La réponse est oui, largement, je pourrais mettre un petit peu gourmand. Et il est fort à parier que s'il y a des bonnes news, des choses comme ça, et qu'on relance entre guillemets la machine, et qu'on fait un joli rallye d'été, et qu'en septembre on est plutôt bullish parce que la récession s'éloigne, et que le CPI n'est pas si élevé que ça finalement, on va partir du principe que ce serait potentiellement relativement aisé d'aller chercher la protection de son capital d'investissement. Bien évidemment, on ne sera pas dans un retournement de dynamique tendancielle haussière long terme. Pas du tout. Il faudra avoir d'autres confirmations. Mais c'est clairement ce qui peut être joué sur tout, entre guillemets, ces cryptoactifs qui sont liés de près ou de loin au monde footballistique ou dans le sport en général, puisque je pense que ce sera mis en lumière à ce moment-là, tout simplement. Donc c'était juste pour prendre, entre guillemets, la réponse. Hein. Je crois que c'est Alexandre qui m'avait posé ce commentaire-là. Oui, mais en fait, l'objectif de ces trucs-là... Enfin, sachez que Chiliz, il est riche, il n'y a pas de problème. Hein. Leurs bacs, ils les ont fait à 1 centime. Hein. Ils sont encore à x10 actuellement. Hein. Donc de la thune pour payer des influenceurs ou de la thune pour payer des stades de foot entiers ou des équipes et avoir sur les fesses, entre guillemets, chez Aget ou Sorare ou Socios ou ce que vous voulez, je pense que ça va pas être très compliqué si vous voulez. Honnêtement. D'accord ? Donc est-ce qu'il y aura un effet, entre guillemets, ou courte durée, pas courte durée ? L'objectif c'est de prendre son capital d'investissement et next après, pas de problème. Et on joue avec les gars et on verra bien jusqu'où ces tokens souhaitent nous envoyer, tout simplement. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que je vous ai aidé. Donc soyez patients, soyez vigilants, on a tout dit, on a tout vu, et on reste là-dessus. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.